ce qui est Cette colonialité du soin continue d'influencer les rapports entre soignants et patients et plus largement la manière dont la santé mondiale décide des priorités, des financements et des technologies. C'est pourtant l'hôpital qui porte aujourd'hui le poids des attentes. C'est lui qui se trouve au centre des débats sur la transformation numérique et l'intégration d'outils algorithmiques. Mais il faut prendre de la hauteur pour revenir à l'histoire avant de parler des technologies. Prendre la hauteur est essentiel. En fait, les sciences sociales, les sciences humaines et sociales, et en particulier l'anthropologie de la santé, ont produit les analyses les plus éclairantes sur l'évolution de l'hôpital de la période coloniale à aujourd'hui. Elles montrent comment une partie du continent vit désormais sous le régime de l'hyper-hôpital. Un dispositif fragilisé par ses dysfonctionnements, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, ses grèves, sa gouvernance incertaine, les morts évitables. C'est un héritier direct de la médecine coloniale. L'hôpital a conservé son architecture, ses hiérarchies internes et une conception du savoir qui détermine en fait le pouvoir médical. Alors, on est ici dans un contexte où les connaissances sont fondées sur un paradigme qui est microbien et le modèle expérimental sont imposés comme seuls légitimes, tandis que d'autres formes de soins sont reléguées au rang, par exemple, de pratiques dangereuses pour ce qui concerne la pratique des Nganga en Afrique centrale, des Boka au Niger ou des matrones. Alors, cette colonialité de l'hôpital, elle structure les rapports entre soignants et patients. Et, euh, et elle façonne plus largement la manière dont la santé, elle est pensée, elle est financée et évaluée. L'histoire récente, elle l'illustre, c'est que le continent a longtemps servi de laboratoire scientifique au cœur de rivalités entre puissances impériales autour de, par exemple, les causes des maladies. Il y a plusieurs travaux en sciences sociales qui se sont penchés sur les modèles de syphilis, sur le VIH, sur l'hépatite B. Et les trajectoires du VIH en Centrafrique, par exemple, en Afrique du Sud ou au Congo, celle d'Ebola en Guinée, au Libéria ou en Sierra Leone, montrent à quel point l'Afrique a contribué à l'avancée des connaissances médicales sans bénéficier équitablement des retombées technologiques. Je donne l'exemple d'un épisode que j'ai eu dans un podcast que je fais sur la médecine et les enjeux des coloniaux, des travaux de Pierre-Marie David en Afrique centrale sur la promesse d'un vaccin VIH qui n'est jamais venu. Les ruptures de stock chroniques, l'inaccessibilité des médicaments et les écarts de prix observés pour les vaccins aussi confirment des promesses qui n'ont pas été tenues. De nombreux traitements, trypanosides, antipaludiques, antirétroviraux, ont été testés sur le continent des années avant d'être disponibles dans les hôpitaux africains. Le vaccin de l'hépatite B en est un exemple frappant au Sénégal. C'est une des leçons premières en santé publique de scandale d'un vaccin qui a été élaboré à Niakhar sur un site expérimental au Sénégal dans les années 80 et qui n'a été mis à disposition des Sénégalais et de la plupart d'Africains que dans les années 2000. Plus récemment, l'Afrique du Sud, hub des essais vaccinaux contre le Covid, a connu des pénuries et payé ses doses parfois 2 fois plus cher que certains pays européens. L'apartheid vaccinal évoqué durant la pandémie par les Nations Unies n'est donc pas une anomalie, mais la continuité d'un système d'inégalité bien installé. Cette colonialité, elle peut être intérieure aussi. Elle subsiste même en l'absence d'une puissance étrangère explicite. Il y a plus de 20 ans, un ouvrage parlait déjà d'une médecine inhospitalière pour décrire les conditions de soins, en particulier pour les femmes. J'ai interrogé un de ces auteurs dont les travaux sont connus en plus de 20 ans maintenant. Les recherches menées dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest à l'époque documentaient les insultes, les violences, les brimades et les détentions en maternité. Ces travaux, aujourd'hui confirmés et prolongés par des recherches en santé publique et par des approches féministes, montrent comment les refus de soins, les violences obstétricales et la manipulation des corps relèvent d'une conception sociale qui réduit souvent les femmes à leur fonction reproductive. On y trouve le rétrécissement vaginal, par exemple non consenti, destiné à maintenir la disponibilité sexuelle ou encore les césariennes de convenance imposées, qui modifient durablement l'image qu'une femme peut avoir d'elle-même.
Ces analyses de chercheuses de santé publique comme Daykhadi Babou à droite ou d'organisations comme Equipop éclairent la profondeur des injustices et la manière dont les corps deviennent le lieu d'exercice de pouvoirs multiples. Il y a, à mon sens, différentes figures de l'hôpital qui, en fait, s'inscrivent ou éclairent ces vulnérabilités. Il y a l'hôpital du mépris et de l'invisible. Dans de nombreux pays africains, l'hôpital se présente comme un espace de mise à distance du patient. On y attend sans repère clair. On y est renvoyé pour absence de fourniture. On découvre une billetterie fermée ou un médecin parti exercer ailleurs. Ces scènes ordinaires composent une expérience du mépris qui résume tragiquement les scandales de mort évitables, notamment d'enfants brûlés en Afrique de l'Ouest et du Nord. Cette réalité s'accompagne d'une invisibilisation des malades. Patients oubliés dans les couloirs, laissés sur les brancards ou condamnés aux inégalités d'un système à deux vitesses entre assurance privée et services publics saturés. Dans plusieurs villes, l'hôpital est même perçu comme un lieu où l'on meurt plus qu'un lieu où l'on guérit. Au temps d'Ebola, c'était extrêmement fréquent d'éviter l'hôpital pour ne pas mourir. On a au Sénégal aussi certains hôpitaux, plutôt l'hôpital, c'est le dead end, l'ultime recours d'un parcours sans issue. Il y a aussi l'hôpital du choix cornélien. À ces tensions s'ajoute ce que le docteur en santé publique chez Abimbola, je reviendrai sur lui, décrit comme le dilemme quotidien imposé aux plus vulnérables. La mère qui arrive avec un enfant malade doit d'abord prouver qu'elle pourra payer pour accéder aux soins. Elle vend ce qu'elle possède et s'appauvrit davantage. Sans capital social, les contacts, les ressources et les familiarités avec l'institution, la qualité de prise en charge se réduit jusqu'à disparaître. Si vous n'êtes pas connu à l'hôpital, vous risquez d'être oublié. Et l'incapacité à payer peut mener à la détention du patient, comme au Bénin ou comme au Niger. Les politiques de gratuité, lorsqu'elles existent, restent souvent méconnues ou inaccessibles en raison des pénuries et des exigences administratives. L'hôpital fonctionne alors selon des logiques internes héritées d'un modèle biomédical, peu en phase avec des réalités locales. C'est ce décalage qui nourrit ce sentiment collectif formulé par Cheikh Abimbola d'un hôpital qui finit par un peu nous faire honte. Et ensuite, il y a aussi la question de l'hôpital empêché. Je voudrais en fait ici revenir sur, si je peux le faire fonctionner, un extrait audio alors, de Cheikh. Mais comme je partage mon écran, peut-être ça ne marchera pas. Oui, là, je ne sais pas si vous entendez. Cette structure. Et encore une fois, je me souviens avoir écrit cet essai sur les origines de ma propre faculté de médecine au Nigeria. Différente de celle que je viens de décrire. Cette faculté de médecine, celle de l'université Obafemi à Wolowo, a été fondée par des personnes en désaccord avec le modèle londonien d'Ibadan. Ils ont donc construit une autre faculté de médecine dépourvue de grand hôpital, mais dotée de centres de santé plus petits, implantés dans de nombreuses communautés, et d'un établissement de soins secondaires légèrement plus grand. And the education, the training was a lot within communities and was a lot by communities. La formation s'est déroulée en grande partie au sein des communautés et par elles. Right, so they actually got medical students to sit in rooms where people in the community told them. Les étudiants en médecine ont pu s'asseoir dans des salles où des membres de la communauté concession de la santé et des soins. L'orientation pouvait donc être complètement différente. Alors, je m'arrête ici. Là, c'est un extrait d'une conversation que j'ai avec Cheikh Abimbola et que je traduis, donc ces deux versions en anglais et en français.
où il nous rappelle le modèle de l'hôpital Obafemi Awolowo, dans lequel il a été formé. Shey est un médecin de santé publique, il a travaillé beaucoup pour l'OMS, il a été l'ancien directeur de BMG Global Health. Et donc là, il rappelait l'exemple qui était un contre-exemple de l'University College Hospital, qui avait été construit en 48. Et là, ils ont fait une université qui avait tenté d'avoir une autre voie, peu d'infrastructures lourdes, de nombreux centres de santé qui sont implantés dans les communautés, un apprentissage au plus près des habitants. Et les étudiants s'asseyaient avec les membres du village qui leur expliquaient leur compréhension du soin. Mais cette expérience a été abandonnée. Les familles des étudiants jugeaient l'on y formait des docteurs ruraux, une médecine trop proche des communautés pour être considérée comme standard. Le prestige du modèle importé a pris le dessus, reléguant le modèle local au rang d'échec, alors qu'il avait précisément cherché à répondre à des besoins réels. Et c'est ça qu'il décrit dans son ouvrage The Foreign Gaze. Donc, je vais revenir sur le modèle de présentateur, parce que je pense qu'on l'a perdu. Donc, ces trois figures de l'hôpital du mépris, l'hôpital du choix imposé, du choix cornélien, l'hôpital des modèles impossibles ou l'hôpital empêché, montrent que les difficultés hospitalières ne sont pas seulement matérielles, elles sont le produit d'une histoire faite d'inégalités, de dépendance ou des modèles importés. Donc, elle révèle surtout une tension persistante entre ce que l'hôpital est et ce qu'il devrait être, ce que les patients vivent réellement. Donc, c'est à partir de ce paysage fragmenté, inégal, traversé de contradictions, en fait, que se pose aujourd'hui la question de l'intelligence artificielle. Car s'il y a introduite dans un hôpital, marqué par le mépris, les dilemmes du paiement et des modèles impossibles, elle peut facilement reproduire les mêmes injustices ou les amplifier. Mais si elle s'inscrit dans une volonté de transformation éthique et contextualisée, elle peut aussi devenir un levier pour construire l'hôpital qui manque encore, un hôpital qui comprend, qui respecte et qui soigne. Mais nuance, il y a un paysage contrasté, loin de l'image uniforme de l'hôpital africain. Réduire l'hôpital africain à ces drames serait ignorer ces fortes disparités. Certains établissements atteignent un niveau de performance international. En 2024, un classement du conseil britannique Brown Finance place 2 hôpitaux égyptiens et 2 sud-africains parmi les 100 meilleurs du monde. Les critères retenus sont la qualité du traitement, la recherche et la formation, et montrent que des institutions africaines peuvent rivaliser avec les centres mondiaux les plus connus. Alors, ces constats, ils rappellent que l'hôpital africain est traversé par des inégalités profondes, non seulement entre pays, mais aussi entre régions, entre secteurs publics et privés, entre quartiers urbains et zones périphériques. Alors, pardon. Donc, l'IA, en fait, dans ce contexte, il apparaît souvent comme une promesse. Il est, en fait, intégré ou pour, en fait, répondre à des questions extrêmement précises. Et c'est là où je parle d'IA des promesses. Elle apparaît souvent comme une promesse parce qu'elle va optimiser des flux, elle va réduire les erreurs, elle va combler le manque de personnel. Mais si cette promesse, elle se déploie comme un simple transfert technologique sans maîtrise locale, sans contrôle de la donnée, sans prise en compte des priorités des patients et des soignants, alors elle risque de rejouer un scénario qui est connu. Le continent deviendrait un nouveau terrain d'expérimentation où l'on importe des solutions sans transformer les raisons mêmes pour lesquelles l'hôpital peine à soigner. Donc, les applications dites de l'intelligence artificielle se multiplient en santé. Elles font de la prédiction épidémique, de l'aide au diagnostic, de la sélection rapide de molécules.
de la médecine personnalisée, des essais cliniques, des robots médicaux, des registres électroniques. Le continent connaît aujourd'hui un engouement réel pour les chatbots, les outils de prévention et les modèles de diagnostic, avec de nombreuses études pilotes en Afrique de l'Ouest et du Sud. Mais la performance de ces systèmes reste à améliorer. Surtout, ils demeurent peu intelligents. Les IA dépendent surtout d'infrastructures très matérielles, des data centers, de l'eau, de l'électricité, des terres rares, les minerais, qui rappellent qu'ils n'ont rien d'artificiel. Ils promettent de résoudre des problèmes sectoriels, mais c'est sans oublier que l'hôpital africain souffre de pénurie, de déshumanisation et d'injustice structurelle que la technique seule ne peut transformer. Il y a 3 enjeux éthiques qui sont autant de défis qui reviennent dans la littérature scientifique. Un, c'est les biais persistants des systèmes d'intelligence artificielle ou systèmes algorithmiques, moi je préfère. Deuxième point, c'est la régulation faible et fragmentée. Et le troisième point, c'est l'absence ou manque de données. Je voudrais commencer par ce dernier postulat d'une Afrique pauvre en données, le continent au missing data. C'est sur ce point que les discours dominants sont les plus trompeurs. Je revenais d'un salon sur les algorithmes où on parlait souvent de « on n'a pas de données ». Alors, on n'a pas de données. Pour rendre visible l'ancienneté de l'extraction des données sur le continent, voilà. Pour rendre visible l'ancienneté de l'extraction des données en Afrique, l'artiste zimbabwéenne Esther Mwema et la chercheuse éthiopienne en sciences cognitives Abeba Biran rappellent que cette histoire ne commence pas avec l'Internet, mais avec les premières infrastructures impériales. Elle montre que la logique de collecte s'inscrit dans le temps long et qu'elle repose sur les mêmes dispositifs matériels. Elles prennent pour point de départ la première communication transatlantique réussie en 1866 grâce à un câble posé sous la présidence américaine de James Buchanan. Ces câbles sont présentés à l'époque comme un moyen de diffuser la religion, la civilisation, la liberté et la loi. On a aboli l'esclavage et le commerce de sucre bat son plein. Cette technologie visait surtout à renforcer les liens entre puissances impériales au moment où l'esclavage donc venait d'être aboli. En suivant la trajectoire de ces câbles, Mwema et Biran montrent un fait frappant. Les tracés actuels des réseaux de fibres optiques, notamment Equano, du projet Equano de Google, et de Two Africa de Meta, recoupent presque exactement les routes télégraphiques du 19e siècle. Ils ont repris les mêmes tracés des lignes des câbles. Ces entreprises affirment pourtant qu'il faut densifier l'infrastructure pour combler un prétendu déficit de données en Afrique. Cette idée pourtant fausse circule largement dans les rapports de cabinets financiers et d'organisations internationales au point d'être tenue pour acquise. Pour les 2 autrices, cette rhétorique occulte l'essentiel. Loin d'être un continent sombre en matière de données, l'Afrique est prise en fait comme, excusez-moi, cette idée pourtant, donc pour les 2 autrices, elle occulte l'essentiel, loin d'être un continent qui est sombre en matière de données. L'Afrique est prise dans une dynamique d'extraction continue où les big tech reproduisent sous une forme nouvelle des asymétries du passé. Les mêmes routes sous-marines qui reliaient hier les empires servent aujourd'hui à transporter une masse considérable d'informations dont les bénéfices échappent largement aux sociétés africaines. L'idée d'un continent vide de données masque en réalité un problème de propriété et de contrôle. Qui contrôle? Les pratiques de santé publique le montrent clairement. Au Sénégal, on va prendre l'exemple, on glisse de Meta et de Google, qui affirment qu'il n'y a pas de données, qu'il faut élargir la route des câbles. Pour aller vers le Sénégal, ce qui se passe en 2010 et 2013, on retourne au Sénégal, les agents de santé ont mené une grève de rétention de données pour dénoncer les inégalités territoriales, sachant que ces données conditionnaient l'aide internationale.
Les programmes de lutte contre le paludisme financés depuis les années 90 aussi exigent une collecte de données, une collecte massive d'informations pour prouver l'efficacité des interventions. Les modèles de machine learning aujourd'hui qui sont utilisés par Gavi ou PAF pour calculer les coûts vaccinaux reposent aussi sur des décennies de données africaines de surveillance sans que les pays producteurs n'aient aujourd'hui une maîtrise totale des modèles. On trouve de super modèles au niveau de PAF, au niveau de Gavi. Ce sont des données qui sont collectées depuis longtemps. Ainsi, l'Afrique produit de données depuis aussi 2 siècles. Quand on voit la pose des câbles depuis longtemps, donc la collecte d'informations est très ancienne. Donc le problème n'est pas le manque, mais la dépossession. Qui possède ces données, qui y accède et dans quel but. Répéter que le continent manque de données conduit start-up, gouvernements et institutions à se lancer aujourd'hui dans une nouvelle course à la collecte au risque de détourner l'attention des malades sur les malades et sur les besoins hospitaliers essentiels. Alors, la véritable question est donc simple: que perd l'hôpital africain si l'information extraverse que les systèmes éducatifs ou agricoles ou économiques? Donc, c'est à partir de cette interrogation que se posent les opportunités et les risques de l'IA pour l'hôpital aux multiples visages décrits précédemment. Alors, comment basculer vers un hôpital algorithmique qui place les soins dignes et la justice au cœur de son projet? L'équité est désormais quelque chose qui est essentiel, un principe affiché dans le développement des systèmes d'IA. Et pour qu'il ne reste pas un slogan, plusieurs leviers peuvent être activés. Je vais avancer sur mon slide, excusez-moi. Donc, je disais que plusieurs leviers peuvent être activés. Un, c'est de réduire les biais, de travailler sur les données à partir du terrain. Donc, les biais proviennent rarement d'une malveillance explicite, ils naissent d'un manque d'ancrage dans les réalités locales. Plusieurs pistes sont aujourd'hui à portée de main: de constituer des jeux de données représentatifs, de former des annoteurs locaux, documenter des modèles, tester des outils sur les pots foncés, etc. On sait très bien maintenant quels sont les biais qui se posent sur des modèles d'IA. On les connaît de plus en plus. Alors, ces pratiques ne suppriment pas tous les biais, mais elles limitent l'écart entre les populations qui entraînent les modèles et celles qui en dépendent. Il y a la question de réalité d'accès, infrastructure, etc. Il y a le fait de garantir la durabilité, c'est la gouvernance des données, etc. Mais je ne veux pas m'appesantir sur cela. Ce sur quoi je veux m'appesantir, c'est les pistes pour les conditions d'une IA juste. Et il me semble qu'il faudrait définir des priorités africaines en IA, dans lesquelles il faut financer des recherches répondant aux besoins réels, de limiter des projets orientés par des intérêts des bailleurs, plutôt que des besoins du terrain. Qu'il y ait une éthique de la réciprocité, c'est-à-dire qu'il faudrait, en fait, garantir la durabilité. Donc, il faudrait institutionnaliser plutôt que de piloter par projet. Donc, l'expérience des hôpitaux africains montre qu'une innovation n'est utile que si elle dure. Et 3 conditions émergent: une maintenance et des financements locaux, des normes éthiques et des contrats clairs. Il faudrait repenser la gouvernance, maîtriser son réciprocité. L'Afrique ne manque pas de données encore, manque de pouvoir sur leur usage. Donc, créer des cadres nationaux des données, exiger la transparence des accords avec les big tech, favoriser les centres africains de calcul et de modélisation, associer les professionnels de santé. Donc, ces mesures, en fait, permettent de réintroduire de la souveraineté là où la dépendance technologique aujourd'hui. Alors, pour construire, et là, je vais vers la conclusion, un leadership africain sur l'IA en santé, il me semble qu'il
il est possible, et il existe déjà, des coalitions régionales pour mutualiser des données non sensibles en imagerie, en épidémiologie, créer des comités scientifiques africains pour évaluer les technologies et produire des recommandations indépendantes. Il y a aussi le fait de définir des priorités africaines en IA, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, il faudrait restaurer la confiance entre patients et institutions. Ça passe par la transparence sur l'usage de l'IA, informer systématiquement les patients lorsqu'un outil algorithmique est utilisé, mettre en place des mécanismes de plainte accessibles, humaniser les soins, déployer l'IA pour libérer du temps aux soignants, non pour les remplacer, investir dans des politiques de dignité hospitalière, l'accueil, l'orientation, la confidentialité, intégrer les sciences sociales à la formation médicale. Et pour conclure, je dirais que décoloniser l'IA hospitalière en Afrique ne relève pas d'un choix technique, mais d'un projet politique, scientifique et éthique porté en premier lieu par les soignants et les chercheurs africains. Ce sont eux qui font vivre les hôpitaux en Afrique en situation de pénurie, qui produisent les données, qui affrontent les dilemmes quotidiens du soin et de l'injustice. Leur leadership est donc décisif pour orienter l'IA vers la dignité des patients plutôt que vers l'extractivisme des données. Car ce sont eux qui, au quotidien, abritent entre normes globales et réalités locales, entre promesses d'optimisation et exigences de la dignité humaine. Donc, assumer ce leadership, ce n'est pas seulement gouverner des outils, c'est réaffirmer que la finalité du soin ne peut être déléguée à l'algorithme. C'est faire de l'IA non un instrument d'extraversion supplémentaire, mais un révélateur des injustices à combattre et, à mon avis, des solidarités à construire. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je m'arrête là. Je vous passe la parole probablement au professeur Messi. Merci, merci, docteur Oumi, pour cette brillante présentation. Je ne sais pas, avant peut-être de continuer, est-ce que chacun peut ouvrir son micro et juste applaudir un peu pour cette présentation? Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro et applaudir avant la phase. Voilà. Bon. Même comme on n'a pas entendu beaucoup d'applaudissements. Donc, avant de passer à la phase. Donc, mais sinon, on a applaudi cette présentation. Ok. Moi, j'ai applaudi avec tout le marché. Donc, on va résumer. Je vais résumer rapidement ce que j'ai suivi. Et après, on va passer à la phase questions-réponses. Donc, je rappelle, parce que je ne l'ai pas rappelé au début, que Dr Oumi est officier en éthique de l'IA. Donc, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, elle aura peut-être l'occasion de bien expliquer ça, parce que c'est... Et en plus de cela, elle est professeure en anthropologie, santé et environnement. Voilà, donc vous avez vu dans cet exposé, c'est un peu, disons, entre bien l'intersection, disons, l'anthropologie qu'elle maîtrise bien et aussi l'intelligence artificielle qui est de nos jours. Voilà, donc, entre sciences, disons, sociales et sciences du que certains d'entre vous. Ce que j'ai retenu dans l'exposé, c'est que Dr Oumi a d'abord, disons, présenté l'hôpital en Afrique tel qu'on la voit. J'ai retenu que l'hôpital est vu, il y a l'hôpital du mépris et de l'invisible, il y a l'hôpital du choix cornélien, l'hôpital à empêcher, ou alors l'hôpital des modèles impossibles. C'est-à-dire ici, le dernier point, c'est qu'on essaie de nous appliquer des choses qui ne sont pas forcément adéquates à notre contexte africain. Après avoir parlé de l'hôpital, elle a donc dit, si l'hôpital de nos jours est déjà ainsi, l'IA peut
peut faire deux choses. Soit amplifier ces problèmes qui se manifestent déjà devant nous, qui existent, soit alors l'IA peut plutôt contribuer à les réduire. Voilà. Et donc, elle penche surtout sur, en tout cas, dans la suite, elle a un peu dit comment est-ce que l'IA peut, qu'est-ce qu'il faut faire, ce sur quoi, euh, il faut travailler sur quoi pour que l'IA contribue plutôt à réduire ces problèmes-là. Donc, elle a parlé des questions éthiques qui existent, bon, disons, qui alimentent, qui peuvent contribuer à faire en sorte, enfin, qui sont telles que si on lève ces questions-là, l'IA peut contribuer à réduire plutôt les problèmes. Bon, elle a parlé des biais persistants de SIA, des régulations fragmentées. Et puis, elle a parlé des manques de données. Elle a surtout parlé du mythe de manque de données. Bon, à la fin, elle a conclu qu'en fait, il n'y a pas manque de données. Il y a plutôt un manque de pouvoir pour l'exploitation des données qui existent déjà. Il y a une sorte de conflit qui existe déjà quand même. Voilà. Euh, en quelques fait en sorte que l'IA contribue à réduire les problèmes qu'elle a cités un peu plus haut. Elle a suggéré qu'il faut garantir tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit apporter comme, disons, solution, doit plutôt contribuer à garantir la durabilité. On doit définir de bonnes politiques de gouvernance et aussi on doit construire un leadership africain l'IA. Donc voilà, en gros, ce qu'elle a, sa dernière phrase était que décoloniser l'IA en Afrique. Donc elle a un projet à la fois politique, scientifique. Donc voilà ce que j'ai retenu dans son exposé. Et donc, vous étiez là, peut-être que je suis passé très rapidement sur certaines choses. Donc si vous avez des questions, c'est le moment est venu pour passer à la phase de questions-réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour poser la première question? Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Voilà. Docteur Zecon est en ligne avec nous. Allô, docteur Zecon, est-ce que vous Oui, avez... allô? Ouais, docteur Zecon. Disons que je vais venir à... Je tenais quand même à... En fait, par rapport à... Déjà, il y a des remarqués. L'un des premiers, d'abord, on se rend compte qu'il y a une conception de l'hôpital qui ne nous correspond pas, appliquer celle qui nous correspond le mieux, elles deviennent comme interdites. Donc ça, c'est j'ai remarqué qui m'a marqué. L'autre élément également qui m'a marqué dans la présentation, les en fait sur un réseau et pratiquement. Donc ça, c'est également, je dirais que personnellement, j'étais exposé, j'aurais jamais eu à faire ce type. Donc, ce qui fait en sorte que pour moi, je découvre euh, cette transition ou de cette intégration entre les disciplines. L'autre élément aussi, euh, après cet exposé, c'est justement de la question de ce mythe de données. Et personnellement, j'y croyais. Et je commence à voir un peu les choses différentes. Je pense qu'il y a quand même le cas de l'imagerie médicale. Il y a des Africains qui se font traiter pour ce type de maladie qui ne nécessite pas d'imagerie médicale. Ça veut dire qu'en réalité, euh, des images
les Africains accès à ces images parce qu'ils sont détenus par, pour lesquels on ne peut. Donc, il faudrait qu'on ait le. Ça veut dire qu'en réalité, mais sauf qu'elles ne sont pas dans les données sur les Africains sont disponibles, elles ne sont pas en libre accès. Donc, moi, c'est des éléments identifiés par rapport à cette posée et enrichis. Et c'est pour ça, justement, une gratitude à la société. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Et disons, je n'ai pas vraiment eu le temps de dire que je vais réfléchir, poser des questions, mais j'étais beaucoup plus en train de m'abreuver de cette connaissance. Donc, merci. Merci, docteur Zecon, pour ce témoignage par rapport à cet exposé. Je pense que le docteur Oumi se réjouit aussi de ce témoignage. Bien entendu, sur le manque des données, encore une fois, moi je dis que le continent le plus vieux du monde ne peut pas être le continent où il manque le plus de données. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est de regarder les faits, notamment de la surveillance épidémiologique. Elle est mise en place depuis maintenant plus de 3 décennies où on collecte des données, des indicateurs, donc ils sont déjà là. Et pendant les épidémies, qui sont des moments de grand chaos, observés dans les pays Sierra Leone et Libéria et Guinée, surtout Guinée, ou aussi la méningite pour le Niger. Il y a des données et le conflit souvent qui oppose d'ailleurs, je me rappellerai très bien pour le cas du Niger, le Conseil national de gestion épidémique aux partenaires, c'était une question de données. On est là avant l'IA, hein, où les ONG en fait ont des données, où les partenaires sur le pays ont des données, et le gouvernement ou l'État, le ministère de la Santé, n'a pas accès à ces données, voudrait avoir ces données, voudrait qu'on partage ces données, voudrait voilà, pouvoir construire en fait ces stratégies avec ces données. Et c'est un problème, et c'était un des problèmes récurrents toutes les semaines. Si on prend l'épidémie d'Ebola, et, on parle des échantillons de sang, moi que j'ai suivi pas mal, d'Ebola, il y a plus d'une centaine d'échantillons qui sont partis des 3 pays affectés parce qu'on estimait que les Africains n'étaient pas mûrs, leur laboratoire n'était pas mûr pour garder ces prélèvements-là. Comment faire aujourd'hui pour accéder à ces prélèvements qui sont dans les biobanques? Je le pose aux médecins. Merci, docteur Oumi, pour cette autre précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions, d'autres préoccupations par rapport à ce brillant exposé, qui, je le rappelle, est, disons, à l'intersection entre ceux qui font les sciences en IA et ceux qui font les sciences sociales. Très souvent, chacun travaille de son côté. Bon, je peux quand même lire certaines questions. Il y a Célénou Yahweh qui dit: ma question porte sur ce que vous pensez de la qualité des données disponibles et de leur impact sur l'efficacité des outils développés, des outils IA développés ou entraînés avec ces données. Ça, c'est la première question. Il y a trois autres questions de Steve Kedem. Bon, on prend les deux autres questions d'abord, bien. Oui, je peux bien prendre les 2 autres questions aussi. Bon, il y a la question de Steve. Il écrit, il dit, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous reveniez sur décoloniser l'IA. Que doit-on comprendre exactement? N'est-ce pas général à tous les domaines? C'est-à-dire, bon, est-ce qu'il ne faut pas tout décolonialiser au final? Ensuite, ça c'est une question. L'autre question, c'est le manque de données n'est-il pas normal du fait du secret médical? Donc, il trouve que, bon, comme il y a le secret médical, notamment en médecine, c'est peut-être normal.
Mhm. C'est vrai qu'il y a d'autres questions. Il y a Nakis qui pose la question, il dit, bon, il ne comprend pas très bien l'objectif d'un tel exposé qu'il trouve exceptionnel. Mais il veut bien comprendre, est-ce qu'il s'agit de lever le voile sur les croyances limitantes ou alors de présenter les dispositifs déjà mis en place pour éradiquer le mal qui est déjà là? Si oui, lequel? Voilà. Donc, il y a des réactions qui continuent d'arriver. Il y a Boubacar Bichai Mohamed qui dit bonjour, docteur Oumi. Votre communication est intéressante. J'aimerais être en contact avec vous. Je traite des questions de santé sous l'angle plutôt philosophique. Donc, c'est Boubacar Bichai qui écrit. Donc, je pense que docteur André va peut-être vous mettre en contact, ou bien moi-même. En tout cas, Boubacar Bichai, vous pouvez écrire soit à docteur André, soit à moi-même, docteur Messi. Et on pourra vous mettre en contact. Voilà. Très bien. Donc, voilà les préoccupations pour le moment. D'accord. Donc, j'ai retenu 4 questions. Donc, sur la qualité des données disponibles et l'impact sur... ouais, c'est ça. La qualité des données disponibles et l'impact sur les systèmes d'IA. Et effectivement, ça, c'est une question qui est posée euh, par en fait bah, les consortiums qui travaillent ensemble, par les ingénieurs. J'ai bien écouté les start-upers aussi parler de la qualité des données. Et ça, je pense que ça dépend en fait de ces données-là, qu'est-ce qu'on veut leur faire faire et que cette qualité des données, elle se construit parce que effectivement, quand on a des données non structurées, de ce que je comprends, moi qui ai travaillé sur plutôt les données en surveillance, dans ce qu'on appelle l'intelligence épidémique, donc plutôt des données non structurées, il faut les calibrer, il faut se mettre d'accord sur des standards. Et en fait, tout ça est à construire et il faudrait peut-être sur une question de, comme j'y de propriété et que nous-mêmes nous faisons le travail, que ces standards soient définis là aussi. Donc, entre les pays. Et puis, bien sûr, il va falloir international, mais en tout cas, il y a plutôt d'efficacité à gagner pour que les données soient standards, interopérables, les infrastructures. En fait, on puisse avoir des systèmes d'IA qui fonctionnent bien. Ça, c'est la question qui est une question plutôt d'ingénieur, je pense, en plus. Mais de mes observations, la standardisation de ces données, c'est indispensable. Euh, le deuxième point, c'est de décoloniser l'IA. Que doit-on comprendre? Ne faudrait-il pas tout décoloniser? Probablement, bien entendu. Mais l'enjeu décolonial est extrêmement important si on parle de décoloniser le soi, donc des violences qu'on peut infliger à nous-mêmes, à nos structures, à nos malades. Euh, donc, quand en fait des rapports de violence nord-sud sont plus là, ou en tout cas on n'est plus à l'époque coloniale, mais en fait on a vraiment des structures qui sont bah, qui fonctionnent avec très peu de ressources, avec très peu de personnel de santé, comme quand on envoyait quelques médecins pour régenter une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Dans Donc, ce schéma. j'ai dit que je vais lui demander, non, s'il est en Australie, non. Je vais faire comme si je ne connais pas comment. Donc, je disais, donc il faudrait Pardon. effectivement, la question décoloniale peut se poser sur tous les plans, sur le plan économique, agricole, éducatif, ouais, éducatif de façon très, très importante, et sur la santé par ailleurs. Sur la santé, on voit très peu le point, surtout en Afrique francophone, mais en Afrique anglophone, la question se pose de façon très, très, très importante aujourd'hui, notamment sur en fait des enjeux d'injustice, hein, sur la question de la financiarisation, sur la santé, de quelle maladie mettre des ressources, plus de ressources. Voilà, on sait
par exemple, le profil épidémiologique de nos pays ont changé, que c'est plus le paludisme la dans plusieurs pays, mais c'est des cancers, donc c'est des maladies non transmissibles. Mais qui décide des priorités aujourd'hui et des politiques? Voilà, c'est ça les enjeux des coloniaux aussi. Alors, la troisième question, c'est les manques de données. Est-ce que c'est pas une question de secret médical? Alors, effectivement, les données de santé sont des données qui sont très, très sensibles. L'accès est régenté. Je travaillais dans un programme où on parlait plutôt même de données radioactives. Mais alors là, là où je pointe le doigt sur les questions du système algorithmique, c'est de ne pas, sur la question de la transparence qu'on doit comme information quand c'est des procédures algorithmiques qui vont prendre la décision, c'est de ne, et ça dépendra des pays, comment ils vont réguler, de ne pas mettre sur le devant la question du secret médical, dire comment la décision a été prise, hein. Parce que rappelons-nous que c'est le piège que les industriels pharmaceutiques aussi, en fermant leurs contrats pour qu'on ne voit pas en fait les achats des vaccins et les achats des médicaments, combien ça a coûté, pourquoi, d'autre part, pourquoi, quels sont contractuels et ce qui fait que la est en grand procès avec ces industries-là. Donc la question du secret parfois est une question qui permet en fait de pouvoir en fait faire, en tout cas ça a permis dans certaines innovations, je ne parle pas de l'IA, de pouvoir en fait esquiver l'apparence, notamment au niveau des populations, de la société civile et des États même. Voilà, donc la question du secret médical, oui, pour les données de santé, bien sûr, la confidentialité des données, le respect de la vie privée, et que les données, on ne peut pas les vendre, les données, on ne peut pas les donner à des comme ça. Donc les données, elles appartiennent, elles sont de la propriété, mais aussi, il y a aussi dans la construction des systèmes d'IA une exigence ferme qu'il y aura sur la question de la transparence et de l'explicabilité des algorithmes avec les données. Quelles sont les données que vous avez utilisées? Parce que si c'est des données biaisées, il faudrait qu'on les sache avec quoi le modèle d'entraînement a utilisé les données. Le quatrième point, c'est l'objet de l'exposé. Quel est l'objet de cet exposé? Effectivement, en fait, c'est de pouvoir un petit peu secouer le bananier, de pouvoir. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui travaille beaucoup sur apporter les réflexions critiques au niveau de la société. Donc, il y a tous ces travaux, en fait, tout ce que j'ai dit, c'est des points qui ont été très, très bien documentés, hein. C'est rien qui a... Et les sciences sociales sont ici, quête, euh, de régulatrice, mais soft law, pas hard law, pas la loi, mais plutôt du côté éthique qui m'intéresse. Et puis le côté sciences sociales qui pose des questions sur les enjeux sociaux des technologies. Et donc ces questions, elles peuvent être d'ordre social, philosophique, éthique, etc. Voilà, c'était ça, ce point-là que je voulais poser. Et un point important, c'était effectivement la croyance limitante probablement sur la question des données. Merci. Merci pour tous ces éclaircissements. Bon, il y a quand même, c'est vrai qu'on a déjà des, mais il y a quand même une dernière question. Je vais me permettre de répondre à ces deux dernières questions. Il y a la question de Wabo et la question de Kuma. Donc Wabo dit, merci pour votre présentation. Néanmoins, est-ce que la décolonisation de l'IA ne soulève-t-elle pas les questions de souveraineté numérique en Afrique? Je veux dire, peut-on parler de décolonisation de l'IA si nous une souveraineté numérique? Ça, c'est sa question. Et Monsieur Kouma nous dit, merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut parler d'une IA africaine, une standardisation locale des données? Voilà, c'est un peu proche de la question précédente. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi la question de Victor qui dit, vos points sont vraiment très pertinents et réels. Je me demande qu'est-ce qui est mis sur pied pour atteindre ces objectifs. Bon,
voilà un peu, hein. Arrivé, il y a Jean-Claude Noah qui pose la question, qui dit, dans le contexte actuel de l'hôpital africain, que peuvent réellement faire les chercheurs, les professionnels de santé dans un contexte où le politique, censé améliorer la gouvernance et dont la gouvernance des données, ce politique semble ne pas réellement s'en préoccuper. Donc voilà un peu, je ne sais pas si Docteur Oumi peut rapidement dire quelques trucs, quelques mots, pardon, à propos de ces questions, pour répondre à ces questions, avec l'accord de Docteur André, parce que c'était prévu jusqu'à 18 heures. Alors, je vais répondre rapidement sur, si on me l'accorde. Donc, Ok, Docteur André semble être d'accord, c'est bon. ok. Pour la première question, la décolonisation, est-ce que c'est pas une question de souveraineté numérique? Alors, sciemment, je crois que j'ai pas utilisé le mot souveraineté parce que il est comme le concept de décolonial assez heureusement. La souveraineté, on fait son cheval de bataille au niveau numérique et l'Union africaine aussi. C'est très honnêteté, quand les infrastructures qui ont été posées, par exemple, qu'on voit à Microsoft, on va demander l'accord du Togo et en fait, la collecte de données va se faire à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la souveraineté ne sera pas à l'échelle nationale. Il faudra qu'elle se pose à l'échelle. Il faut savoir que nous, Africains, nous sachions que, ça concerne tout le monde, être souverain de son côté tout seul. C'est pour ça que finalement, c'est un point que je n'ai pas abordé en plus. Euh, quoi on parle quand on... Ça ne doit pas être une incantation. En fait, elle doit se débattre à l'échelle de plusieurs pays et à l'échelle continentale. C'est extrêmement complexe à avoir. Si des entreprises privées, par exemple, peuvent en fait faire de gré à gré et mettre des accords et poser des choses pour une collecte de données qui est à échelle plus importante. Donc, c'est un point important, mais très difficile à résoudre. Le deuxième point, c'est l'IA africaine sans standard des données. Je ne sais pas si l'IA peut être africaine, mais en tout cas, elle doit être contextualisée. Il y a effectivement une étape de standardisation, hein. En sciences sociales, on n'aime pas les standards parce qu'on sait que parfois, en fait, les standards, c'est de la construction et c'est de la construction très, 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 très difficile. Parfois, on n'y arrive pas, mais on essaye de mettre quand même. Et donc, voilà, ça, c'est un travail d'ingénieur sans standardiser des données. Je crois que c'est une réponse que j'ai donnée. Qu'est-ce qu'on fait les chercheurs quand les politiques... il y a eu cette même critique de se dire que les politiques sérieux, la dimension que quand en fait les entreprises privées venaient chez les parlementaires et faisaient leur lobby à l'époque et que etc. Mais en fait, je voudrais dire que c'est peut-être un luxe qu'un chercheur se mette de son côté aujourd'hui sans être activiste ou sans éveiller, sans en tout cas exposer les résultats de ses recherches, sans aller faire un plaidoyer. Je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose qu'un chercheur peut ne pas faire, de pouvoir en tout cas souligner les enjeux sociétaux, scientifiques, politiques de ces travaux, en tout cas les faire savoir et parler aux politiques. Effectivement, on accuse souvent nos gouvernants de ne pas se préoccuper ni de la route, ni de l'éducation, etc. Mais c'est à nous de faire le boulot. Parfois, ça commence par le bas. Merci. Ok, merci, docteur Oumi, pour toutes ces réponses, toujours aussi intéressantes que l'exposé. Donc, je pense que tous ceux qui ont suivi l'exposé et qui ont suivi les réponses que vous avez données sont quand même satisfaits. Donc, avant de rendre la parole à André, donc je remercie encore docteur Oumi pour avoir accepté. Bon, pour la petite histoire, avec docteur Oumi, on s'est rencontrés en Afrique du Sud sous l'invitation du prof Divine au laboratoire UMA. Bon, moi, je m'apprêtais à quitter Cap Town et elle est en train de s'installer. Donc, voilà comment est-ce qu'on s'est
rencontrer. Donc, je la remercie encore pour avoir accepté de présenter. J'invite les chercheurs qui veulent présenter à SINET, où je suis membre, responsable, représentant, qui est Dr André et toute une autre équipe qui est toute l'Afrique. Donc, rejoindre des activités, continuer et donc, je remets la parole pour accorder un peu pour cet exposé. Alors, vraiment, c'est très intéressant de suivre ce webinaire. Merci à Dr Thomas Messi pour cette opportunité qui nous a été accordée au niveau du réseau IceNet. Pour dire que c'est un membre engagé très dynamique. Il avait à l'organisation de ce webinaire. Voilà pourquoi il a réussi à dénicher ce talent, Dr Oumi, qui nous a vraiment plongé dans l'IA et qui nous a aussi, qui a suscité beaucoup de questions parce que l'on se pose également cette question, comment est-ce que jeunes chercheurs ou jeunes Africains que nous sommes, euh, comment pouvons-nous unir nos forces pour que ensemble, que ce soit ceux qui sont dans l'éthique de l'IA, ceux qui sont dans la programmation, ceux qui sont dans la pratique médicale, ceux qui sont dans les sciences sociales, comment est-ce que toutes ces forces peuvent être unifiées afin qu'ensemble nous puissions bien sûr décoloniser l'IA en Afrique comme elle l'a si bien présenté. Alors, merci beaucoup à Dr Oumi pour cette brillante présentation. Merci de nous avoir d'avoir partagé avec nous vos connaissances ainsi que votre expérience. Et merci aussi à Dr Thomas Messi pour cet engagement, un bel exemple et aussi une preuve que l'Afrique a du talent. Nous avons des jeunes très talentueux. Il suffit tout simplement que l'on puisse s'organiser afin de pouvoir aller de l'avant. Alors, nous avons laissé le lien du groupe WhatsApp du réseau dans le chat. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez tout simplement joindre le groupe afin que nous puissions continuer à interagir ensemble, à échanger et bien sûr pouvoir développer des perspectives pour le bien de l'Afrique. Je ne sais pas si la coordination a un mot à dire. La coordination à ISNET, est-ce qu'il y a un mot à dire? S'il n'y en a pas, alors, donc, un très grand merci à vous tous et à vous tous et toutes qui avez euh, passé un bon moment à parler de l'IA, de l'intelligence artificielle. Merci de vous être connectés et merci pour votre fidélité au réseau IceNet. On se donne rendez-vous au prochain webinaire. Bonsoir chez vous et merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Au revoir. Merci, Docteur Oumi. Merci beaucoup. Il y a un formulaire qui vient d'être envoyé un peu tardivement pour évaluer le webinaire dans le chat. Vous pouvez tout simplement suivre le lien et évaluer, faire des propositions pour que l'on puisse s'améliorer. Merci bien.